Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission que le monde nous envie, C'est vrai. l'émission recommandée par les plus grandes marques de shampoing. C'est vrai. Ça dépend à qui elle s'adresse. Entre vous et moi, Ouais, je sais pas. elles ont intérêt à vous Il y a match, en tout sponsoriser cas. plus vous que moi. Il y a match. Stella Gass, bonjour. Vous Bonjour. êtes notre invitée aujourd'hui, vous êtes la directrice de la Fédération nationale des Scots. Alors je balance tout de suite la définition. Qu'est-ce qu'un Scot? C'est le schéma de cohérence territoriale. Scot, l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale à l'échelle d'un bassin assez large de vie ou d'une aire urbaine dans le cadre d'un projet d'aménagement stratégique. Et aujourd'hui, on va parler de la loi ZAN. Alors, on avait déjà fait une émission sur ce sujet, Cédric, il y a quelques temps, mais comme ça évolue beaucoup, les lois, eh bien, reparlons de cette loi ZAN, équilibre ou dérive, analyse critique d'une révolution urbaine. Cédric Simonin, Master of Ceremony d'Igloo, c'est à vous. Oui, grâce à votre définition du Scott, vous avez un peu plombé l'ambiance. Je pense que la moitié des auditeurs se sont déjà barrés. À qui s'adresse cette émission? Oui. Les élus, les propriétaires fonciers. Donc restez bien là. Et puis évidemment les professionnels de l'immobilier qui nous suivent en masse. On a déjà traité, pour ceux qui vont sur le site internet de Igloo, iglooenair.com, je les renvoie à l'émission 137 et 149 où on avait déjà eu le plaisir de recevoir Stella qui nous avait déjà expliqué ce que c'était que la loi ZAN. On va y revenir très rapidement, mais il y a eu de grosses évolutions. Je vous donne quelques chiffres qui sont importants. 5,7%, c'est la part du territoire artificialisé en France. 121 000 hectares, c'est la surface maximale qui pourra être consommée sur la période 2021-2031. C'est une révolution silencieuse qui s'opère depuis quelques années sous l'acronyme ZAN, zéro artificialisation nette. Donc j'ai souhaité évidemment réinviter Stella Gass pour nous fournir un aperçu complet de cette loi qui a évolué il y a quelques mois, mais là avec un S, mais aussi rappeler ses implications, ses défis et l'adaptation nécessaire des politiques urbaines. Première question, introduction au sujet de la loi ZAN, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous redonner une définition claire de ce qu'est la loi zéro artificialisation nette et ses objectifs principaux? Oui, alors la loi ZAN, c'est d'abord une obligation pour les élus de construire une trajectoire de diminution de l'utilisation du sol dans les 30 ans qui viennent. Donc on doit regarder ce qu'on a consommé dans les 10 ans précédant la loi, c'est-à-dire 2011-2021. Et on doit diminuer d'abord par 2 la consommation de terres agricoles, naturelles et forestières, pour ensuite diminuer l'artificialisation, pour arriver à zéro net en 2050. Ça veut dire 1 mètre carré artificialisé, 1 mètre carré renaturé. Et on a une autre obligation, c'est de prioriser, avant d'utiliser de nouvelles terres agricoles, de prioriser le renouvellement urbain et donc de construire une stratégie de renaturation pour des espaces qui sont déjà artificialisés. Et pour faire ça, on va devoir modifier tous les documents de planification, donc les SCOT pour 2027 et tous les documents d'urbanisme PLU, PLUI, donc plans locaux d'urbanisme qui permettent de délivrer des permis d'ici 2028. En gros, on ne construit plus sur de la nature qui existe, mais sur quelque chose qui existe déjà, mais qui ne fait pas partie de la nature. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est exactement ça. On va devoir prioriser la construction sur le déjà là. Voilà, et si je dis on ne construit plus en campagne, dans la nature, mais en ville, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Et dans les centres urbains, des villages où il va falloir plus densifier. Il va falloir plus densifier. Ça, c'est bon pour la planète, je veux le dire un peu de manière assez triviale, on va le dire comme ça. Ça a énormément d'implications, notamment économiques, d'organisation, de planification, on l'a dit. Donc, on va tous être concernés, mais vraiment tous. Là, j'ai parlé tout à l'heure des élus, des professionnels de l'immobilier et des propriétaires fonciers. On va tous être concernés parce que, au niveau économique, ça aura des implications. J'aimerais que l'on parle de la loi assez récente du 20 juillet 2023 qui a introduit des ajustements significatifs sur justement cette loi, la loi ZAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces ajustements semblent complexifier l'objectif initial de cette loi ? Alors déjà, la trajectoire que je vous ai décrite, elle est très ambitieuse, puisqu'on devait diminuer par 2 la consommation de terres naturelles entre 2021 et 2031. Avec la loi du mois de juillet 2023, on diminue encore cette enveloppe, donc les enveloppes des régions, puisque l'État a sorti une partie d'enveloppe pour la consacrer aux grands projets nationaux et européens, donc pour faire des lignes à grande vitesse, pour faire des projets industriels majeurs. Donc les enveloppes vont diminuer, donc la répartition de ce qui va rester en termes de consommation dans les territoires va être plus petite. Le deuxième sujet, c'est qu'ils ont prévu une garantie communale, donc ça veut dire que tous les élus qui prescrivent à minima une carte communale ou un document d'urbanisme PLU, PLUI auront droit à 1 hectare partout en France. Et donc cette répartition dans une enveloppe qui
était déjà petite et fermée, en fait, déséquilibre un peu ce qu'on avait imaginé en termes de répartition régionale. Et autre sujet, ils ont mis de nouveaux outils pour les élus, puisqu'ils s'étaient beaucoup plaints en fait que cette trajectoire, elle était très rapide, qu'il fallait obtenir des résultats en 2031 et qu'ils n'avaient pas les outils sur la base des documents existants pour arriver à l'objectif. Et donc le législateur les a entendus, il leur a donné 2 nouveaux outils, le sursis à statuer ZAN qui va leur permettre de retenir des permis de construire sur la base des documents existants et le droit de préemption ZAN qui va leur permettre de faire de l'acquisition de foncier pour rester dans la trajectoire prévue par la loi. Alors, permis de construire et permis d'aménager aussi. Et permis d'aménager, oui, bien sûr. Un peu plus concernés. Par rapport à ces intercommunalités qui sont dotées de SCOT, comme vous l'avez dit, comment cette loi, elle affecte cette planification territoriale ? Alors déjà, il faut s'imaginer que cette trajectoire avec des objectifs chiffrés, elle a démarré en 2021. Et en fait, la première grosse inquiétude, donc il doit faire de la stratégie territoriale pour répartir en fonction des différentes politiques publiques l'enveloppe foncière qui restera en extension. Donc pour l'habitat, l'économie, l'énergie, les infrastructures, les équipements et les services. Donc ça fait des enveloppes qui doivent être quand même conséquentes pour répondre aux problématiques à régler. Et puis l'enveloppe, en fait, elle est très petite finalement disponible. Donc je vais vous faire un petit calcul rapide. Vous avez parlé des 121 000 hectares. Nous, on part de 250 000, on divise par 2, c'est plus simple. Donc on doit être sur une trajectoire de 125 000. On a les grands projets qui ont pris 12 500 hectares dans cette enveloppe. Et je vous l'ai dit, la trajectoire de consommation, on la calcule à partir de 2021. Et en moyenne, tous les ans, on consomme 20 000 hectares par an. Donc depuis 2021, on a déjà consommé 60 000 hectares. Donc si je fais 125 000 moins 60 000 moins 12 500 et qu'en plus je retire la garantie communale de 1 hectare, en réalité, il reste dans cette enveloppe, à l'heure où on se parle, 17 600 hectares. Et il y a 1265 intercommunalités en France. Donc en réalité, on est en train de parler de 14 hectares par intercommunalité à se répartir en extension pour tous les sujets de politique publique que je viens d'évoquer. Alors là, vous voyez Eric, c'est factuel, 14 hectares pour l'intercommunalité. Pour donner quelques exemples, elles sont plus ou moins grandes. On va en prendre une que l'on connaît bien, c'est celle de Strasbourg. 33 communes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, la métropole de Strasbourg. Donc les 33 communes devront se répartir pour les 10 prochaines années les... Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit 14 hectares 14 en moyenne. Hectares. C'est rien. C'est rien du tout. Donc tous les gens qui ont du foncier potentiellement constructif, etc., il y a des terrains qui vont être gelés, peut-être d'autres qui vont être ouverts, mais il y a une répartition. Puis ça va être une négociation entre les uns et les autres pour dire moi j'ai besoin de temps, etc., etc. Donc il y a de gros enjeux de négociation qui vont rentrer en ligne de compte, mais c'est rien du tout. C'est rien, mais c'est bien. Parce qu'on va dans le sens de la loi et dans le sens de la protection de la planète. Oui, on verra l'enjeu économique. Ouais. Ok. Que ça peut-être que ça implique. Alors, comme on l'a dit, 14 hectares, il y a des négociations qui vont devoir se faire. Ça donne de nouvelles responsabilités à nos élus locaux. Est-ce que vous pouvez les énumérer et puis donner leur importance dans l'atteinte de cet objectif de la loi ? Alors, il y a des discussions régionales qui sont en cours entre les élus intercommunaux et les régions pour justement répartir, parce que là, je vous ai donné un chiffre moyen, 14 hectares, mais il y a bien sûr une prise en compte des dynamiques des territoires, donc il y a une territorialisation qui est en cours. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir négocier avec l'échelle régionale. Et la deuxième, c'est répartir, faire des priorités et répartir les besoins en fonction des politiques publiques. Et puis, si on n'a plus de terrain en extension, il va quand même falloir répondre en termes d'objectifs de politique publique. Et ça va passer par du renouvellement urbain. Ça veut dire recycler des espaces déjà existants, reconstruire la ville sur la ville. Et donc là, il va falloir construire des financements, une ingénierie, une capacité technique à faire ça. Et donc ça, et à négocier avec les habitants, évidemment. Donc c'est fixer des priorités et aussi maintenir un cadre de vie pour les habitants, parce que là, on parle beaucoup construction, aménagement, mais on a des enjeux avec le dérèglement climatique. Les villes vont être plus chaudes, il va y avoir des îlots de chaleur. Et donc nos élus, à la fois, ils vont devoir densifier, mais aussi rajouter de la nature dans la ville pour permettre le cycle de l'eau, rafraîchir les territoires, faire de l'ombrage. Et donc tout ça va faire l'objet d'une discussion et d'une négociation locale. Et par ailleurs, en termes d'évolution des responsabilités, nos élus ont aussi des sanctions supplémentaires qui sont prévues dans le Code de l'urbanisme. Donc ils ne peuvent pas vraiment ne pas mettre en œuvre cette loi, même si vous avez raison, elle va être compliquée, elle va nécessiter de déclasser beaucoup de terrain dans les documents existants. Parce que vous voyez, Eric, on a parlé de reconstruire la ville sur la ville. Ouais. Donc, on peut imaginer, prenons un exemple. Vous êtes dans une rue, vous êtes propriétaire foncier d'un terrain entre deux immeubles. Vous dites, je construis la ville sur la ville, mon terrain a de la valeur. Mais pas forcément. Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Stella Gass, l'élu peut dire, ou
où les gens de la rue peuvent dire ce serait bien d'avoir un espace de respiration, laissez-nous cet espace vert, qu'on puisse avoir quelque chose où on puisse avoir un peu de verdure, planter des arbres, etc. Donc celui qui se dit j'ai un terrain en centre-ville, ça vaut de l'or, eh ben, pas forcément. Il peut être déclassé et il vaudra 0. Ok. Voilà un enjeu économique parmi tant d'autres. Et alors, il y a une idée qui me traverse l'esprit. On reconstruit, ça veut dire qu'on peut aussi détruire certains bâtiments et les reconstruire différemment. Ça va se jouer aussi là. Et ceux qui sont propriétaires de ce terrain ou de ces bâtiments-là qu'on va détruire pour les reconstruire peut-être en plus haut, j'imagine, parce qu'il faut bien loger les gens. On est de plus en plus nombreux. Donc, je dis n'importe quoi ou... Vous dites pas n'importe quoi, c'est pas toujours aussi simple. Il faut trouver des bâtiments qui sont totalement vides pour pouvoir les détruire, ce qui n'est pas toujours le cas. La destruction n'est pas toujours autorisée. Ouais. Avec ce qu'on appelle l'économie circulaire, on peut se dire, mais n'y a-t-il pas meilleur temps de rénover, réhabiliter, même si c'est une réhabilitation lourde, plutôt que de détruire et de reconstruire? Pour rajouter des étages? Est-ce qu'on peut reconstruire plus haut? Vous l'avez très justement dit, si le plan local d'urbanisme, le PLU, l'autorise. Si les voisins ne font pas de recours, parce que même si vous avez le droit, ils vont dire bah, écoutez, nous, on n'a pas envie d'avoir 2 étages de plus à côté de chez nous. Il y a tellement de contraintes que l'acte de bâtir se complexifie, comme on l'a dit. Ok. Mais votre remarque est pertinente, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est là, vous avez parlé des outils mis à disposition des élus. Est-ce qu'on peut en avoir un aperçu? Oui. Alors, le sursis à statuer ZAN, je pense que c'est un outil que les gens vont apprendre à découvrir. Nous, on a fait une petite enquête. Il n'a pas encore été beaucoup utilisé depuis juillet 2023. Mais en fait, plus les élus... il doit faire un rapport à partir de août 2024 pour dire combien ils ont consommé depuis 2021. Donc, ils vont voir, ils auront les objectifs régionaux à la fin de l'année. Et donc, ils vont voir s'ils sont dans la bonne trajectoire ou pas. Et puisqu'ils ont ce sursis à statuer ZAN, ils vont devoir retenir les permis. Et donc, notamment les permis d'aménager, vous avez raison, les plus grosses opérations, mais aussi parfois des petits permis qui, quand ils sont ostensiblement en dehors des objectifs de la loi, ils vont devoir prendre des décisions compliquées. Ils peuvent les retenir pendant 4 ans, le temps de finir le nouveau document d'urbanisme, pour après peut-être refuser ce permis d'aménager ou ce permis. Puis il y a le droit de préemption. Donc là, ils vont peut-être faire de la préemption. Alors parfois, c'est des acteurs privés qui vont renaturer en ville, mais parfois, c'est le public et ils vont faire de l'acquisition pour faire soit du recyclage urbain, dont on a parlé, reconstruire des bâtiments, ou alors renaturer certains espaces dans les zones urbaines. Sur le sursis à statuer, pour qu'on soit bien clair par rapport aux auditeurs qui sont là, des particuliers, est-ce que vous pouvez juste expliquer le mécanisme? Parce que finalement, c'est difficile à comprendre. J'ai un terrain qui est constructible, je dépose un permis de construire sur ce qui est conforme aux règles du PLU, donc je suis dans mon droit, mais l'élu me dit... que il ne peut pas vous attribuer le permis parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2021 qui lui demande de réduire de manière très importante les capacités d'urbanisation. Et comme il n'a pas encore eu le temps de modifier son document parce que c'était trop court, ils lui ont donné un outil sur la base des documents existants pour dire qu'ils peuvent refuser ou en tous les cas mettre en attente un permis dans l'attente de refaire les nouveaux documents qui seront calibrés sur les possibilités d'extension urbaine. Donc il y a un sentiment d'injustice qui va s'opérer parce que c'est mon terrain, j'ai le droit, si c'est un terrain de famille, j'ai le droit de déposer un permis dessus, et puis l'élu me dit je suis pas contre, mais je peux pas vous le délivrer, il va falloir attendre mon ami, et j'ai 4 ans pour vous faire attendre. Bon. Alors bien sûr, il devra justifier, c'est-à-dire que les élus, bien sûr, ils doivent répondre aux objectifs de la loi, mais ils vont aussi bien sûr devoir justifier, ils ne vont pas pouvoir faire ça à l'opportunité de la personne qui est en face d'eux. Il y a quand même une garantie d'équité dans les choix de retenir des permis. Alors on l'a remarqué, la loi ZAN, elle induit une évolution dans la manière de concevoir l'urbanisme. En quoi la perspective justement sur l'aménagement du territoire doit-elle changer pour être en adéquation avec les principes de la ZAN ? Alors, nous, ce que disent les élus, c'est qu'on vit un moment de révolution d'aménagement du territoire. Et en réalité, si on regarde comment est calibrée la loi, je vous ai dit 17 600 hectares à l'heure où on se parle, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir aménager comme on l'a fait ces 65 dernières années. Donc là, il faut trouver des nouveaux modèles d'aménagement des territoires. Donc nous, avec une trentaine de partenaires, on a travaillé sur ce sujet. On a essayé de trouver des pistes pour nos élus, puisqu'il va bien falloir loger les Français. Il faut faire du développement économique. On parle de réindustrialisation de la France, mais on a aussi des enjeux de vieillissement de la population et donc d'adaptation du territoire sur le logement, mais aussi par exemple sur le déploiement d'EHPAD pour les accueillir. On a des enjeux de mutation du commerce où on va devoir revoir certains secteurs périphériques. Bref,
beaucoup de sujets, hein, la pression sur la ressource en eau, je pense que tout le monde l'a vu, on a de plus en plus d'arrêtés sur l'utilisation de l'eau, et bien sûr sur le rafraîchissement des communes, et puis sur l'accélération des risques naturels. Donc là, les élus vont vraiment devoir revoir complètement leur stratégie d'aménagement, l'urbanisme qui va avec, et on va devoir regarder les besoins autrement, peut-être aussi la question de la création de valeur, parce que vous l'avez dit, l'économie, elle repose beaucoup sur le développement économique, sur la construction, et il faudra qu'on se pose la question, vous l'avez dit, 5% du territoire français est artificialisé, ça veut dire que 95% l'est pas, et pourtant ces territoires-là, ils jouent un rôle très important sur les transitions, sur notre capacité à faire puits de carbone pour lutter contre le dérèglement climatique, sur l'énergie, sur la manière de nous alimenter. Et peut-être il faut créer aussi plus de valeur sur ces espaces et leur donner un rôle qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et c'est ça les nouveaux modèles d'aménagement des territoires. Mais ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faudra pas s'inquiéter de comment on va loger les Français dans cette situation de diminution drastique du foncier. Alors Eric, tout à l'heure j'ai parlé d'injustice, hein, quand je suis propriétaire foncier, puis qu'on déclasse mon terrain. Il y a certaines voix qui s'élèvent contre la loi ZAN en évoquant cette atteinte au droit de propriété. Selon vous, est-ce que vous pensez que la loi ZAN remette en question ce droit fondamental? Et puis si oui, dans quelle mesure? Alors déjà, je pense qu'il faut partir de 2 sujets principaux. C'est que le Code de l'urbanisme dit que le foncier, c'est le bien commun de la nation. Donc même s'il y a un droit de propriété en France, il y a l'autre pendant de cette loi qui dit que c'est notre bien commun. Et on voit son impact sur le dérèglement climatique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de droit acquis en urbanisme. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Quand une collectivité décide de rendre votre terrain urbanisable, il prend beaucoup de valeur. Mais en fait, c'est une décision publique qui a créé cette valeur. Et donc, une décision publique peut aussi décider de le reclasser en espace naturel et agricole. Et là, les élus, ils n'ont pas le choix puisque la trajectoire nationale est extrêmement drastique et qu'ils ont une obligation légale de la mettre en œuvre. Donc, ils vont déclasser. Et donc, ça va poser un problème pour un certain nombre de gens qui pensent effectivement avoir des terrains qui valent très cher. Alors, le problème principal que ça va poser, c'est des gens qui ont eu des droits de succession, qui ont payé des droits de succession, par exemple, et qui ont des terrains qui ont été regardés fiscalement comme des terrains urbanisables. Alors ça, c'est vrai qu'ils vont perdre. Et ça, il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme national qui va permettre de compenser ces sujets. Donc, évidemment, il y a des gens qui ne seront pas contents. J'ai eu personnellement 2 cas de figure de cette problématique-là. Où les gens ont hérité d'un terrain, ont payé des droits de succession. Je donne un chiffre, mais on n'est pas loin sur la base d'un terrain qui valait 1 million d'euros. Droits de succession en fonction, imaginez le montant de droits de succession. Non, terrain déclassé. C'est quoi? En fonction de si vous êtes enfant direct ou deuxième, entre guillemets, mais c'est entre 35 et, un notaire pourrait le dire un peu mieux que moi, mais entre 25 et 45%. Quoi. Ouais. Voilà. Si vous êtes petit-fils, arrière-petit-fils, là c'est beaucoup Donc plus. 1 million 300 000 euros. Quoi. Mais à peu près. Et ce terrain est déclassé, ne vaut plus rien. Okay. Donc valeur 0. Mais vous avez quand même payé droit de succession sur la valeur d'1 million. Il vaut mieux refuser l'héritage, donc. Mais comment le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir sur le moment. Vous dites que vous avez un trésor de guerre dont vous héritez, vous êtes très content. La question, c'est d'éviter de dépenser l'argent qu'on n'a pas encore touché. Ça, je le dis tous les jours. Conclusion et perspective. Quelles seraient, selon vous, les prochaines étapes ou les ajustements nécessaires pour assurer que la loi ZAN atteigne ses objectifs sans impacter négativement le développement urbain et rural? Alors déjà, il n'y a pas eu d'étude d'impact de cette loi. C'est-à-dire que quand elle a été votée, c'est un principe qui a été voté, il n'y a pas eu d'analyse financière et fiscale de comment on va accompagner cette révolution, comment on va accompagner les collectivités pour que ça se passe le mieux possible. Donc déjà, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un vrai travail sur l'évolution de la fiscalité en France. Je vais citer un exemple. Un des leviers des collectivités aujourd'hui, c'est le foncier bâti en termes de fiscalité. On ne peut pas demander aux élus qui ont leur dotation globale de fonctionnement basée sur l'évolution du nombre d'habitants et leur levier fiscal, la taxe foncière sur le foncier bâti, être leur modèle. Donc il faut changer ça pour que, en fait, il y ait d'autres sujets qui permettent de financer les collectivités et de financer, du coup, l'action sur le logement, sur le développement de zones économiques, etc. Donc ça, c'est vraiment à revoir. Et puis surtout, ça va nécessiter qu'on renouvelle le dialogue local. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un moment de changement où personne n'a toutes les solutions. Et donc, il va falloir que le public et le privé discutent ensemble parce qu'il y a chacun ses enjeux, il y a des choses à refonder. Et comment on va construire ensemble la solution pour faire des transitions, répondre aux défis de la trajectoire de zéro artificialisation nette. Il y a une autre trajectoire dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi dans la loi climat-résilience,
qui est la trajectoire de décarbonation, qui va aussi impacter notre manière de regarder les choses. Et donc, comment est-ce qu'ensemble, dans un écosystème d'acteurs renouvelés, on arrive à discuter de ces sujets, et surtout comment on va en parler avec la population, qui elle, aujourd'hui, elle ne comprend pas bien, elle n'a pas forcément perçu. Il y a des habitants qui disent « Ah bah c'est super, on ne va plus bétonner à côté de chez moi », et je comprends que ça puisse être un enjeu pour certains habitants, mais ça va avoir un impact sur notre vie de tous les jours, sur les services qu'on peut développer, sur la manière de travailler aussi, sur l'économie. Donc, comment est-ce qu'on peut construire les solutions ensemble demain dans un dialogue renouvelé ? Voilà pourquoi je dis que le logement va être de plus en plus cher et va être un produit de luxe dans quelques années. Ok, bon, on a bien compris et on traite de tous ces sujets dans Igloo. Vous retrouvez toutes les émissions sur igloonair.com, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast et topmusic.fr, bien sûr. Merci beaucoup Cédric Simonin. Merci Stella Gass. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération nationale des Scots et on parlait aujourd'hui de la loi ZAN qui évolue. On refera une autre émission parce que c'est important d'en faire régulièrement. Toujours plaisir à recevoir Stella Gass, c'est un plaisir. Et puis c'est un sujet complexe, elle le rend très simple. Voilà, c'est ça, c'était très clair. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.